En réalité, il n'y a aucun conflit entre l'Inde et la Chine, ni entre l'Inde et le Pakistan. Il n'y a pas de conflit. Nous devons régler ces questions et ne pas nous laisser entraîner dans les plans des États-Unis visant à pousser la Chine à renoncer à ses avancées. Le développement chinois ne constitue pas une menace pour l'Inde. Nous n'avons donc rien à voir avec la justice pour le Cachemire ou pour les 26 personnes tuées de sang-froid à Pulwama par des terroristes. Je veux dire, rien du tout. Il s'agissait de deux puissantes armées qui se disaient mutuellement « Soit nous pouvons vous détruire », soit l'autre répondait « Non, nous pouvons nous défendre ». Vous savez, je ne suis pas du tout d'accord avec le professeur Mearsheimer. Je comprends votre position et je la partage. Mais ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est la rencontre que M. Trump a eue avec le président, ou peu importe, le président par intérim de la Syrie, anciennement connu sous le nom de M. Jolani. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Pensez aussi à devenir membre YouTube, à nous soutenir sur Patreon ou à faire un petit don via le lien dans la description. Mais le minimum que vous puissiez faire, c'est aimer, partager, commenter et regarder l'émission. Sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir Vijay Prashad. Vijay est un historien indien, auteur de plusieurs livres et commentateur politique. Il est le directeur exécutif de l'Institut tricontinental de recherche sociale et le rédacteur en chef de Leftward Books. Vijay, bienvenue à nouveau dans India and Global Left. Vijay, welcome back to India and Global Left. C'est plaisir. Merci beaucoup. Je voudrais commencer par l'Inde et le Pakistan. Nous avons déjà consacré une émission entière avec le Dr Taimur Rahman, donc je ne veux pas revenir sur tout le contexte, les détails de ce qui s'est passé et les causes profondes. Mais ce que je voudrais vous demander, c'est que, alors que l'Inde et le Pakistan, les deux armées, amorcent une désescalade, il ne semble pas y avoir de désescalade dans la sphère publique, menée par les réseaux sociaux et les médias télévisés, qui sont en réalité étroitement liés. Il semble y avoir une énorme poursuite de l'escalade, voire une escalade supplémentaire, ce que je trouve très dangereux, car cela maintient le risque de guerre. La prochaine fois qu'il se passera quelque chose, et nous savons que la ligne de contrôle est si fragile que les violations du cessez-le-feu ne sont pas inhabituelles, ou, Dieu nous en préserve, une attaque terroriste. Cela pousse les États à aller plus loin dans l'escalade, voire jusqu'à la guerre. Que pensez-vous de cette reproduction de l'hystérie guerrière dans la sphère publique? Vous savez, il n'y a jamais eu de guerre dans l'histoire du monde où le public n'a pas été excité. Mais aujourd'hui, c'est un peu différent, parce qu'il y a une plus grande opportunité pour les rumeurs et la bellicosité de se propager. Je veux dire, la quantité de fausses informations, de vidéos et d'autres choses qui ont circulé, notamment sur WhatsApp et les réseaux sociaux, mais aussi sur les chaînes grand public, a été telle qu'ils ont dû s'excuser. Je veux dire, ils ont dû admettre qu'ils avaient utilisé des éléments faux. Il y a eu des choses qui ont circulé, comme des photos de Gaza, etc. Écoutez, en 1992, je crois j'ai écrit l'un de mes articles. J'écrivais pour The Pioneer ou pour des magazines de décoration. Et l'un des sujets que j'ai traités portait sur la façon dont la BBC, en couvrant le Cachemire, utilisait des images provenant de la Cisjordanie, en Palestine. Je leur ai montré et ils ont mis une grande photo dans The Pioneer du char. C'était un char israélien et des Palestiniens
et ils ont dit « Voici le Cachemire ». Vous savez, l'utilisation de fausses vidéos et tout ça, ce n'est pas nouveau. C'est une vieille histoire. Mais cette fois, c'était à un autre niveau. Je veux dire, des gens disaient des choses comme « Il y a eu une attaque au port de Karachi ». Et au Pakistan, des gens faisaient circuler des vidéos disant « Nous avons tout mis hors service ». Et vous savez, cela venait de quelque part. Je veux dire, ça ne vient pas de gens ordinaires. C'est une sorte de situation de troll. Je ne sais pas d'où cela vient. Est-ce que cela vient des armées de trolls du BJP qui diffusent ces choses? Je ne sais pas. Quelqu'un devrait étudier cela. Mais je dirais que c'est très intéressant de voir comment l'escalade s'est produite. Car je pense que l'armée de l'air indienne, rappelez-vous, la marine et l'armée indienne des deux côtés, en réalité, la marine et l'armée n'ont pas bougé. Il s'agissait d'un engagement de l'armée de l'air. Peut-être que certaines unités de l'armée ont été impliquées dans les missiles solaires et sol-sol. Il se peut aussi que l'armée ait participé aux opérations de drones, une station de drones, mais c'était en grande partie une opération de l'armée de l'air. Et la première nuit où l'armée de l'air indienne a franchi la frontière, très intéressant. Vous savez, on dit, d'accord, il s'agit de neutraliser les camps terroristes. Oui, c'était le récit médiatique. En réalité, l'armée de l'air testait sa capacité à détruire les systèmes de défense aérienne du Pakistan. Et il s'est avéré d'ailleurs qu'aucun avion indien n'a franchi la frontière et qu'aucun avion pakistanais ne l'a franchi non plus. Ils tiraient chacun de leur côté de la frontière. Mais dès la première nuit, il devient très clair, lorsqu'on examine la plupart des preuves accessibles au public, qu'en réalité, l'armée de l'air indienne n'a pas réussi à détruire les systèmes de défense aérienne. Ensuite, ils sont passés aux drones, et les deux camps ont essentiellement cherché à désamorcer la situation, car ils se testaient mutuellement. Cela n'avait rien à voir avec la justice pour Pulwama d'ailleurs. Ce n'était pas le cas. Cet affrontement aérien n'était pas une justice pour Pulwama. Ils se testaient simplement l'un l'autre. C'est la première guerre aérienne ultra high-tech de l'histoire mondiale. Vous savez, on parle de deux camps, car en Palestine, il n'y a pas vraiment deux camps. Très peu d'armées dans le monde disposent de deux camps équipés des technologies les plus avancées. L'Inde, avec les chasseurs Rafale, des chasseurs chinois du côté pakistanais, des drones israéliens, turcs, russes, je veux dire des munitions rôdeuses venant, je crois, de Russie. Toutes sortes d'armes aériennes étaient en jeu. Mais cela n'avait rien à voir avec la justice pour le Cachemire ou pour les 26 personnes tuées de sang-froid à Pulwama par des terroristes. Vraiment rien. C'étaient deux armées surpuissantes qui se disaient l'une à l'autre « Soit nous pouvons vous détruire », ou l'autre répondant « Non, nous pouvons nous défendre ». Vous voyez. Je veux dire, c'est une démonstration vulgaire d'armement de haute technologie. Cela n'a rien à voir avec les habitants de Pulwama. Juste pour être bien clair. Et je ne pense pas qu'ils aient trouvé les personnes qui ont organisé l'attaque. Rien de tout cela. Je veux dire, ce n'est pas clair. Il n'y a aucun rapport médiatique, aucun rapport gouvernemental qui dise « Vous savez, pourquoi cela s'est-il produit? Où était la sécurité dans le camp? Qui sont ces gens? À qui étaient-ils rattachés? Où ont-ils été formés? Avez-vous des informations? Il n'y a rien. Il n'y a pas de livre blanc du gouvernement. Il n'y a rien. C'est juste cette guerre aérienne. Et ensuite, ils ont dit, eh bien, on a en quelque sorte puni le Pakistan. Désolé, tout cela n'est qu'une campagne de relations publiques. Et vous savez, je ne pense pas que l'un ou l'autre camp ait eu l'intention d'aller plus loin que cette guerre aérienne. Aucune force militaire n'a franchi la frontière. Donc, il n'y a pas eu d'escalade dans ce sens. Pas besoin de cessation des hostilités, ni de problème de savoir qui allait se retirer d'où. Rien de tout cela. Ils voulaient une porte de sortie après s'être testés mutuellement. Et je pense que les deux camps ont utilisé les Américains pour venir dire « Nous avons conclu un accord ».
Et c'est tout. Je veux dire, les habitants de Pulwama qui sont morts là-bas. Je ne pense pas que leurs âmes, où qu'elles soient, trouveront la paix en sachant que ceux qui les ont tués n'ont absolument pas été traduits en justice. Absolument pas. Oui, c'est intéressant que tu dises ça. À bien des égards, il n'y avait pas besoin de démobilisation parce que, comme tu l'as dit, les armées n'ont pas traversé le territoire l'une de l'autre. Il n'y a pas eu de conscription, ni de mobilisation militaire supplémentaire, ou quoi que ce soit de ce genre. Donc, c'était effectivement une désescalade facile. Mais je pense quand même, comme je l'ai dit, qu'il y a un besoin bien plus grand de démobilisation au niveau de l'opinion publique. Et cela soulève aussi des questions sur le journalisme lui-même. Je veux dire, NDTV c'était pas un média de gauche de toute façon, mais il avait une certaine crédibilité. Et puis au milieu de tout ça, ils ont dit que ce que nous rapportons est juste à 50% et faux à 50%. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire que l'on rapporte des faits et que 50% sont justes et 50% sont faux. Et c'est ça, les médias télévisés, vous savez, et même les journaux les plus respectés comme The Hindu, je suivais cela de près. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont effectivement abandonné le journalisme au-delà d'un certain point. Je veux dire, au début, ils ont rapporté que 3 avions avaient été abattus, et cela leur avait été dit par des sources internes au gouvernement. L'information a été retirée immédiatement. Très probablement, ils avaient reçu un appel du gouvernement indien. Mais à partir de là, ce qu'ils faisaient, c'était essentiellement citer des sources gouvernementales. Ils ont cessé de rapporter ce que les médias pakistanais disaient. Ils ont aussi arrêté de relayer ce que les médias internationaux, Reuters et d'autres, couvraient à propos de la situation, sans même parler d'envoyer leurs propres journalistes sur le terrain. Donc je pense que ça soulève une question sur le journalisme, en particulier en temps de guerre, quand les médias subissent une pression féroce et finissent par céder. Eh bien, regardez ce que nous disons. Revenons à Kargil, en 1999. NDTV a envoyé Barka Dutt à Kargil. Elle se tenait à côté d'un canon Bofors et répétait « Nous sommes en train de gagner, nous faisons ceci, nous faisons cela ». C'est ainsi qu'elle rapportait les faits. D'ailleurs, pendant ce conflit, elle est passée dans l'émission de Piers Morgan. Et dans cette émission, je ne sais pas si vous avez vu l'épisode, elle avait essentiellement l'air d'une porte-parole du gouvernement. Vous voyez, c'est l'impression qu'elle donnait. Donc il y a une continuité. Je sais que NDTV a changé de propriétaire, etc. Mais il y a un fil conducteur de Kargil jusqu'à aujourd'hui. Je ne porte aucun jugement de fond sur la chaîne, mais il se passe quelque chose avec le journalisme en temps de guerre. Et les journalistes, ainsi que les propriétaires de médias, deviennent... Enfin, c'est de là que vient l'expression « journalisme jaune ». Cela vient de la guerre, lorsqu'un journal aux États-Unis a essentiellement inventé un conflit pour que Teddy Roosevelt puisse aller à Cuba avec les Rough Riders. Je veux dire, son journal a fabriqué un conflit. C'est ce qu'on appelle le journalisme jaune. C'est exactement ce qui se passait. C'est pitoyable. Mais, vous savez, votre question est impossible parce que la classe moyenne en Inde, vous savez, quand les gens disaient « Oh, l'humeur nationale », d'accord. Les gens utilisent souvent ce terme. Vous êtes contre l'humeur nationale. J'ai reçu des messages disant « Vous êtes contre l'humeur nationale ». Mais comment savez-vous ce qu'est l'humeur nationale? L'humeur nationale, ce sont 2 miroirs. Un miroir s'appelle la presse capitaliste, qui inclut le journal et la chaîne de télévision que vous avez mentionnée. L'autre miroir, c'est la classe moyenne. Les quelques 50 millions de personnes qui regardent les chaînes en anglais, et peut-être 100 millions de plus de la classe moyenne qui regardent les chaînes en hindi et dans d'autres langues. On m'a dit que le sud de l'Inde était complètement différent. Ces médias de l'argent et cette classe moyenne se reflètent mutuellement et se renvoient l'image l'un de l'autre.
Donc ces médias s'adressent à cette classe moyenne et appellent cela l'humeur nationale. Il y a 1 milliard de personnes, paysans, livreurs, et ainsi de suite. Nous ne savons pas quelle est leur humeur. Savent-ils même que le conflit a lieu? Quelqu'un qui travaille dans les champs à Hyderabad, enfin en Andhra Pradesh, est-il concerné par cela? Ont-ils un avis? Je veux dire, personne n'est allé là-bas. Je n'ai vu aucun bon reportage où des gens allaient sur place parler à des chauffeurs de bus et leur demandaient « Eh bien, quel est votre ressenti à ce sujet ?» Vous savez, ils mettent des micros sous le nez des gens et disent des choses comme « Êtes-vous avec l'Inde? Aap India ke saath hain ya nahi ?» Un petit gamin, vous savez, a dit quelque chose comme « C'est ridicule, nous ne voulons pas de guerre », et ainsi de suite. Et il a été cloué au pilori. Cet extrait a circulé partout. Cloué au pilori, parce qu'en général, on tendait le micro aux gens. Êtes-vous avec l'Inde ou pas? Et évidemment, la réponse doit être « Oui, je suis avec l'Inde ». Et alors ils disent « Ah, voilà l'humeur nationale ». Mais c'est juste vous qui collez un micro sous le nez de quelqu'un. Si vous me collez un micro sous le nez et que vous me demandez « Êtes-vous avec l'Inde ?» que suis-je censé répondre? Est-ce que je vais dire « Non, je ne suis pas avec l'Inde » C'est une question ridicule. Donc cette humeur a été créée par ces deux miroirs qui se reflètent l'un l'autre. Vous avez demandé comment désamorcer l'ambiance. C'est très difficile. Ni vous ni moi n'avons l'influence nécessaire, que ce soit à la radio, à la télévision ou sur les réseaux sociaux. Nous n'avons tout simplement pas cette portée pour devenir un miroir qui crée quelque chose. Et les personnes de ce côté du miroir de votre émission ne représentent qu'une infime minorité par rapport à ce qui existe ailleurs. Comment désamorcer l'ambiance? On ne le fait pas. Voilà le problème. L'un des problèmes, c'est que le leadership politique est tellement médiocre, vous savez, que les dirigeants politiques ne sont pas venus sur le devant de la scène. Personne n'est venu dire « Écoutez, ni le peuple pakistanais ni le peuple indien ne veulent d'un conflit. » D'accord, il s'agit de deux gouvernements en quête de légitimité. Le BJP pense aux élections du Bihar et le gouvernement pakistanais pense au fait qu'Imran Khan en prison est plus populaire qu'eux. Alors, ils cherchent la légitimité à travers la guerre. C'est un problème vieux comme le monde. Où était l'homme politique raisonnable qui est sorti, a prononcé ce discours fort et a ensuite obtenu suffisamment de couverture télévisée, ce qui est aussi difficile à obtenir, vous savez, pour ce genre de discours. Je veux dire, Shashi Tharoor, député d'opposition du Congrès, avait presque l'air d'être le porte-parole du BJP. J'ai trouvé son interview absolument ridicule, et les vidéos qu'il a faites étaient embarrassantes. Vous savez, Jai Hind, et ainsi de suite. Embarrassant. Je connais cet homme depuis très longtemps. Que veut-il? Passer au BJP. Autant le faire. Oui, je veux dire, vous êtes dans l'opposition au Congrès. Vous auriez dû poser des questions. Vous savez, la question principale est, vous avez essentiellement annulé la politique du Jammu et Cachemire. Vous avez dit, nous allons rendre la région plus sûre. Est-ce plus sûr? Cette terrible attaque s'est produite sous votre surveillance. Vous êtes responsable. Où sont les renseignements? N'aviez-vous aucune information à ce sujet? C'est ridicule. Personne n'a posé ces questions. Si vous êtes un journaliste sérieux, alors il faudrait calmer l'ambiance. Vous plaisantez. Il n'y a aucune voix crédible qui pose des questions sur l'état d'esprit actuel. Il y a aussi, s'il y a les médias et la classe moyenne, il y a un troisième miroir, Shashi Tharoor. Oui, eh bien, nous savons que, notamment dans les zones frontalières, en particulier au Cachemire, l'ambiance était absolument anti-guerre. Reuters s'est effectivement rendu sur place et a couvert de nombreux travailleurs migrants, mais aussi ceux qui avaient été déplacés et relogés depuis les frontières dans des camps à Srinagar, etc.
et il nous raconte en détail à quel point il était perturbant d'entendre le bruit des avions de chasse survolant leur tête la nuit, et ainsi de suite. Donc, cela, nous le savons. Bien sûr, tu as raison, nous n'avons pas une idée plus large de ce que le reste de l'Inde en pensait. Et beaucoup d'entre eux n'en savaient peut-être rien du tout. C'est mon impression. Je pense que ma dernière question dans ce segment est la suivante. Vous soulevez un point important. Il ne s'agit pas seulement des médias, mais aussi des partis politiques, et de savoir s'ils étaient non seulement capables, mais même prêts à poser les bonnes questions. Et lorsqu'il s'agit de politique interne, même lorsque les partis ont échoué, que ce soit lors de l'abrogation de l'article 370 ou de temps à autre, face à des lois et projets de loi anti-musulmans, de nombreux partis politiques prenaient la parole pour dire « Non, c'est mal, nous nous y opposons ». Mais cette fois-ci, il est clair que les partis politiques ont échoué sur ce point. Et je voudrais vous demander en particulier comment vous percevez le Parti communiste traditionnel là-bas. Parce que, et vous en savez sûrement plus que moi, je n'ai pas suivi cela de très près, mais j'ai vu quelques déclarations officielles. Certaines étaient très sobres, sensées, bien sûr, mais il n'y avait pas de position clairement et fermement anti-guerre, même de la part du Parti communiste. Je suis très curieux d'avoir votre avis à ce sujet. Oui, vous savez, c'est une situation très compliquée, parce qu'il y a eu, je pense, un débat au sein de la gauche communiste. Je veux dire, juste quelques jours après le cessez-le-feu, il y a eu une énorme manifestation menée par les partis communistes à Calcutta. Ils ont défilé, je crois, sur Chowringhee ou ailleurs. C'était une très grande manifestation contre la guerre, contre le chauvinisme, contre les attaques contre les musulmans dans le pays, et ainsi de suite. J'ai trouvé que c'était une manifestation puissante. Je pense que la déclaration de la Kisan Sabha était très forte, une déclaration anti-guerre très ferme. Je pense que, vous savez, les déclarations du parti étaient ce qu'elles étaient. Je veux dire, les gens les ont lues. Globalement, j'aurais aimé une déclaration beaucoup plus forte et plus claire, disant que d'abord, la guerre que vous allez mener n'a rien à voir avec la justice pour Pulwama. Séparons ces choses. Ce qui s'est passé à Pulwama était une terrible attaque terroriste. Oui, je la condamne totalement. Tout le monde l'a condamnée. Bien sûr que ça a été condamné. Comment ne pas condamner quelque chose où l'on demande, sous la menace d'une arme, « Quelle est ta religion ?» C'est comme une histoire de Saadat Hassan Manto. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire Erreur. Manto écrit ses histoires sur « Pendant la partition ». Des gens à qui on demandait « Lève ton lingis, montre-moi si tu es circoncis ». Non? Bang, ce genre de choses. Horrible, horrible, épouvantable. Mais un parti de gauche devrait se demander comment savons-nous qui a fait cela? Vous savez, si nous n'avions pas de renseignements que cela allait se produire, comment avez-vous des renseignements sur qui ils étaient? Comment pouvez-vous en être si sûr? Vous voyez, nous voulons savoir qui le fait, afin d'empêcher et que cela ne se reproduise. Attaquer le Pakistan en tant qu'entité ne sert à rien. Surtout étant donné que le ministre pakistanais de la Défense va dans l'émission de Yalda Hakim sur Sky News et déclare « Nous faisions le sale boulot des Américains. Nous abritions ces camps. Maintenant, nous ne voulons plus faire cela. » C'était avant la nuit du 27. Oui, il aurait pu y avoir une ouverture, du genre « D'accord, parlons de ces camps. » Pourquoi faire semblant que la frappe aérienne allait régler le problème? On ne nous dit même pas qui étaient ces personnes. Comment savez-vous qui elles étaient? La gauche aurait donc dû adopter cette position. En quelque sorte, séparer l'événement et la punition de ceux qui l'ont commis d'une attaque contre un pays appelé Pakistan. C'est la mentalité de la guerre contre le terrorisme des États-Unis. Ceux qui abritent des terroristes sont aussi des terroristes. Je veux dire, il y avait des gens à la télévision en Inde qui disaient que le Pakistan est un État terroriste.
Ce que cela signifie, c'est que le Pakistan ne suit plus les lois westphaliennes. Or, c'est un concept énorme, car ça voudrait dire pourquoi l'Inde autoriserait-elle le FMI à accorder un prêt si c'est un État terroriste? Pourquoi l'Inde n'a-t-elle pas bloqué le prêt au Pakistan? Si c'est un État terroriste, pourquoi l'Inde, vous savez, s'assoit-elle à la même table que le Pakistan à l'Organisation de coopération de Shanghai? Vous savez, on ne peut pas faire ça. C'est pas un État terroriste. D'accord, ça ne l'est vraiment pas. Il suit les lois westphaliennes. C'est un pays légitime. C'est un État légitime. C'est une façon de penser très irresponsable. Mais c'est la mentalité de la guerre contre le terrorisme des États-Unis. Souvenez-vous, George W. Bush a dit « Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Et si vous abritez des terroristes, vous êtes un terroriste. » Oui. Selon cette logique, ils ont dit par exemple que Cuba est un État terroriste. C'était la logique. Oui. Ou que l'Afghanistan est un État terroriste. C'est la logique. Donc l'Inde a suivi cette logique. Et la gauche aurait dû dire « C'est absolument inacceptable. Nous avons eu un terrible attentat terroriste à Pahalgam. Nous devons obtenir justice pour ceux qui ont été tués. Cela signifie que nous devons découvrir qui fait cela et les poursuivre, et collaborer avec les Pakistanais si le ministre de la Défense fait ce genre de commentaires. » Mais la gauche ne l'a pas fait. Je pense que ce qui se passe, c'est que lorsque la soi-disant humeur nationale vous submerge, il devient très difficile de s'exprimer, parce que d'une certaine manière, vous êtes sous l'eau. Et vous commencez à dire des choses qui ne sont pas très claires et qui sont très confuses pour les gens. Mais je trouve un solide réconfort dans la déclaration de la Kisan Sabha, que j'ai trouvée excellente, et dans le fait qu'il y a actuellement de nombreuses manifestations menées par la gauche contre le chauvinisme. Donc je pense que les déclarations elles-mêmes étaient faibles. Elles auraient dû être plus fortes. Je vous le dis directement. Oui, elles auraient dû être bien plus fortes. Et elles auraient dû distinguer la justice pour les morts de cette mentalité de guerre contre le terrorisme vis-à-vis du Pakistan. Oui, non, c'est juste. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas utilisé le mot gauche. J'ai parlé de parti communiste, parce que ma question les concernait. Et j'étais aussi conscient que la Kisan Sabha, pour nos spectateurs internationaux, il s'agit de la constellation d'organisations et de syndicats agricoles, a clairement pris position et publié une déclaration beaucoup plus nette et anti-guerre. Et c'est le syndicat des agriculteurs communistes. C'est vrai. Donc c'est important de le mentionner. Je veux dire, c'est le Parti communiste et le syndicat des agriculteurs communistes qui ont également adhéré au BDS contre Israël. Je voudrais d'abord discuter un peu de la perspective d'une nouvelle guerre froide dans le sous-continent indien, puis nous pourrons aborder l'Asie de l'Est et d'autres régions. Mais je souhaite me concentrer sur le sous-continent, étant donné que tant de discours et de rhétorique, après l'escalade, portent sur la Chine. Comme vous l'avez dit, la technologie chinoise contre la technologie occidentale, ou la Chine contre... Je ne sais pas, l'Inde n'a pas vraiment pris parti à ce point. Les Américains ne sont pas venus en aide à l'Inde, ou quoi que ce soit. C'est quelque chose que je suis curieux de vous demander, car le sous-continent a été indirectement impliqué dans la première guerre froide. Il n'a pas été directement impliqué dans le sens où ce n'était pas comme la Corée, le Vietnam ou l'Afghanistan. Il y a eu certains aspects pendant la guerre de libération du Bangladesh, mais ce n'était pas une implication directe. Bien sûr, le Pakistan en a fait directement partie à cause de l'angle afghan. Je pense qu'une situation fluide est en train d'émerger actuellement, étant donné que l'Inde a refusé de normaliser ses relations avec la Chine. La Chine considère cela comme d'autant plus important.
d'autant plus que l'Inde utilise sa rhétorique anti-chinoise pour participer à ces alliances AUKUS et Quad et autres, qui sont dirigées par des forces impérialistes occidentales. La Chine voit également la nécessité de renforcer sa relation avec le Pakistan d'une manière qui va à l'encontre des intérêts de l'Inde. Et cela pourrait donner lieu à un vaste débat. La nouvelle guerre froide, comme nous le savons, c'est que la relation entre la Chine et les États-Unis se détériorerait à partir de là, étant donné que les États-Unis sont déterminés à contenir la Chine, ce dont nous parlerons dans notre prochaine question. Je me demande ce que vous pensez de cette guerre naissante, de la nouvelle guerre froide dans le sous-continent, car il y a eu une tradition du mouvement des non-alignés sur laquelle vous avez écrit. Je veux dire, regardez, le sous-continent est divisé et l'est depuis très longtemps. C'est très regrettable qu'à cause des divisions internes entre l'Inde et le Pakistan, il y a les divisions que nous avons déjà évoquées, comme la question du Cachemire, et ainsi de suite. Entre l'Inde et le Népal, il y a des désaccords sur le Kalapani. Et l'Inde ferme parfois simplement les frontières et tente d'affamer le Népal pour obtenir un accord. Une tactique de grand frère très brutale. Entre l'Inde et le Bangladesh, il y a encore un problème d'eau. Le fait que l'Inde ait suspendu le traité des eaux de l'Indus de 1960 est épouvantable. Ce traité avait survécu à 3 guerres précédentes, celles de 1965, de 1971 et de 1999. Il n'y avait aucune raison de suspendre. Je veux dire, c'est un traité de bon voisinage, tout à fait valable, un traité international. Mais vous savez, c'est insensé. Les problèmes internes sont tels que nous ne pouvons pas profiter du commerce régional. Notre commerce régional entre nous est minime. Dans les années 90, il y avait cette idée formidable. Le gazoduc de la paix, depuis le champ de South Pars en Iran, pour amener du gaz naturel en Inde via le Pakistan. Le Pakistan aurait gagné de l'argent grâce aux frais de transit, et l'Inde aurait obtenu du gaz naturel à bas coût sans avoir à l'importer sous forme liquéfiée. À l'époque, la société Enron est arrivée, et vous savez, dans le Maharashtra, elle a construit une grande usine en quelque sorte factice pour le gaz naturel liquéfié. Mais on aurait pu simplement l'avoir non liquéfié et moins cher depuis l'Iran. Eh bien, cela aurait été incroyable. Mais cela aurait nécessité des accords entre l'Inde, le Pakistan, etc., ce qui ne s'est pas produit. L'Inde a en fait perdu des complémentarités. Pendant ce temps, la Chine, un grand pays, a réellement tiré parti de son voisinage. Elle entretient des liens économiques très étroits avec le Cambodge, le Laos, le Vietnam, le Japon, la Corée du Sud et bien sûr la Corée du Nord. D'excellentes relations avec le reste de l'Asie du Sud-Est, avec la Birmanie, la Thaïlande, etc. Je veux dire, elle a vraiment su profiter de sa région. Cela a bénéficié à ces pays et à la Chine. Le Laos en profite. Le Vietnam affiche l'un des taux de croissance les plus élevés au monde. Cela est principalement dû au fait qu'il est lié à l'économie chinoise. Si l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, le Sri Lanka et le Népal, les complémentarités sont énormes. Si les entreprises indiennes profitaient des ressources disponibles au Népal, par exemple en haute altitude, on pourrait fabriquer toutes sortes de choses qu'on ne peut pas produire en Inde, mais qu'on fabriquait autrefois au Cachemire. Vous vous souvenez, nous avions des usines d'horlogerie. HMT fabriquait des montres au Cachemire. J'avais cette montre HMT dans les années 1980, oui, fabriquée au Cachemire. On pourrait en fabriquer au Népal. Les complémentarités existent. Les Népalais, s'ils avaient un véritable accès ouvert aux frontières indiennes, en bénéficieraient. Donc, l'Inde et son voisinage, s'ils sont entraînés davantage dans une nouvelle guerre froide, ce n'est pas comme si cela allait changer quoi que ce soit pour l'Inde. Ça ne va faire qu'empirer. Que veux-je dire? Premièrement, cela ne ferait que renforcer le conflit entre l'Inde et le Pakistan, ce qui est tout à fait inutile.
Je veux dire, l'Inde et le Pakistan doivent trouver un modus vivendi qui finira par être un accord de paix. Cela doit absolument arriver. Lorsque Imran Khan était Premier ministre, il a ouvert le corridor de Kartarpur pour permettre aux Sikhs de se rendre à Kartarpur Sahib. C'est très important pour ma famille, car mon arrière-grand-père était le Guru Sahib à Kartarpur. C'est lui qui entretenait le Gurdwara et le lieu de pèlerinage. Donc ce corridor, parce que Kartarpur se trouve au Pakistan, était très important pour les Sikhs. Et Imran Khan vient d'ouvrir une porte pour que les gens puissent entrer. Ce genre de choses est important. Vous savez, c'est émotionnel. Nous devons les mettre en avant et nous en souvenir. Vous savez, quand les Indiens ont été autorisés à aller voir un match de cricket au stade Gaddafi, c'était très important. Cela a changé la vie de beaucoup de personnes. Nous avons besoin de plus de contact entre les peuples. Nous n'en avons tout simplement pas assez. Oui. Et puis le commerce, je veux dire, les avantages seraient incroyables. Comme je l'ai dit, le gaz naturel venant d'Iran, etc. Être aspiré davantage dans un conflit entre les États-Unis et la Chine va renforcer les frontières, durcir le conflit en Asie du Sud. Et puis, vous savez, je pense que personne en Inde ne voudrait vraiment d'une véritable guerre ouverte avec les Chinois. Personne. Je veux dire, vous savez, l'armée chinoise est aujourd'hui à un niveau bien différent de celui de 1962. Je sais que nous produisons des missiles Akash et ainsi de suite, fabriqués par la société Tata. Je sais tout cela. Larsen & Toubro, ils fabriquent maintenant des systèmes d'armes, allant des cigarettes aux armes et autres. Mais le problème, c'est que vous serez surpassés par les Chinois. Et alors, est-ce que les États-Unis viendront à votre aide? Que feront-ils? Voudront-ils s'engager contre la Chine? Je veux dire, c'est hors de question. L'Inde et la Chine, d'ailleurs, ont convenu l'année dernière d'augmenter le nombre de visas. En fait, l'Inde a relevé le plafond des visas. La Chine avait déjà accordé un plus grand nombre de visas. C'est important. Je veux dire, nous n'avons en réalité aucun problème avec les Chinois. Réfléchissez-y. Quels sont les problèmes? Le petit différend frontalier dans le nord-est peut être résolu. Le différend là-haut à Aksai Chan est discutable. Il n'y a pas de différend. En fait, la majeure partie d'Aksai Chan, qui est inhabitée, est utilisée par les Chinois comme route pour relier le Xinjiang au Tibet. Oubliez ça. C'est fini. Vous savez, vous vous battez pour des cailloux, comme l'a dit Nehru. Dans le nord-est, c'est une question tendue à cause de Tawang et tout cela. Ce sont des zones peuplées. Mais vous savez, ce n'est pas comme si les Chinois étaient des gens déraisonnables. Ils ont conclu un accord avec les Russes il y a environ 5 ou 6 ans pour régler leurs différends frontaliers. Ce sont d'anciennes frontières coloniales. Quel est le problème? Est-ce qu'on rêve encore qu'un jour l'Inde mènera la charge pour libérer le Tibet? Cela n'arrivera pas. Ces choses-là n'arriveront pas. Donc à un certain niveau, on se demande quel est le problème entre l'Inde et la Chine. Si je vous demandais de lister les 3 différends entre l'Inde et la Chine, il n'y en a pas. Comme je l'ai dit, la frontière en Arunachal n'est pas un différend. C'est une question de réconciliation. Ils doivent simplement s'asseoir ensemble. Il n'y a rien à contester. Oui, ils ont un problème sur l'emplacement de la ligne, mais ils doivent juste trouver une solution. Deux pays raisonnables, d'immenses pays. De quoi parlez-vous? Les énormes avantages économiques pour l'Inde venant de la Chine seraient, c'est incroyable. Vous savez, si nous commerçons correctement les uns avec les autres, cela aiderait le Népal, et ainsi de suite. Donc je pense que les gens sensés devraient dire qu'il n'y a en fait aucun conflit entre l'Inde et la Chine ou entre l'Inde et le Pakistan. Il n'y a pas de conflit. Nous devons régler ces questions et ne pas nous laisser entraîner dans les plans des États-Unis visant à pousser la Chine à abandonner son développement. Le développement chinois n'est pas une menace pour l'Inde. Nous ne devrions donc pas entrer en guerre pour empêcher la Chine de se développer. C'est précisément ce qui motive les États-Unis, et cela n'a rien à voir avec l'Inde.
the United States, and it's got nothing to do with India. Just to put in context the trade thing. Pour replacer la question du commerce dans son contexte, si l'on considère le commerce de l'ASEAN dans son ensemble, environ 1/5 à 1/4, soit 20 à 25% de ce commerce se fait au niveau régional entre les nations de l'ASEAN. Comparez cela à l'Asie du Sud. Je veux dire, c'est peut-être 0. J'exagère un peu en disant 0, mais on n'en est pas loin. Je pense que c'est une bonne transition pour aborder ce récit plus large mené par les États-Unis sur l'endiguement de la Chine. Nous avons reçu le professeur John Mearsheimer et nous avons eu un grand débat. En substance, les termes du débat étaient que nous disions que les différences entre les pays asiatiques, vous nous avez donné un excellent aperçu de l'Inde et de la Chine, mais nous pouvons aussi parler du Japon et de la Chine. Et la liste pourrait continuer. Mais nous disions que ces différences pouvaient être globalement classées comme des différends frontaliers. Et parfois, il existe certains différends territoriaux concernant les îles, etc. On pourrait tout au plus dire que certains d'entre eux ont une composante stratégique, mais ils restent, dans tous les cas, de nature régionale. Mais la présence des États-Unis transforme ces différends en un conflit stratégique d'une plus grande ampleur, qui devient beaucoup plus volatile. Telle était notre position. Le professeur Mearsheimer a affirmé que ce n'était pas vrai, que ses voisins sont tout simplement incapables de résoudre les choses eux-mêmes, etc. Et que l'intervention des États-Unis ne vise pas seulement à gagner sa bataille contre la Chine, mais apporte aussi plus de stabilité, une sorte d'ordre policier dans la région. Je me demande ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais ce sont les termes du débat. Merci d'y répondre. This was the terms of the debate. Just respond to that. I mean, I don't agree with. Je veux dire, je ne suis pas du tout d'accord avec le professeur Mearsheimer. Je comprends votre position et je la partage. C'est donc la première chose que je dirais. Je pense que votre point de vue est très lucide, à savoir, OK, prenons les différends insulaires ou même la question de Taïwan. Vous savez, le principal partenaire commercial de Taïwan est la Chine continentale. Taïwan n'est pas une question de population autochtone menacée d'occupation. En fait, la plus grande partie de la population à Taïwan est composée de personnes qui ont envahi l'île en 1949, fuyant les communistes, ont réprimé les populations autochtones, puis ont instauré une dictature militaire pendant des décennies. Je n'ai pas l'impression, vous savez, que Taïwan soit ce lieu faible que la Chine voudrait envahir dans le cadre d'un projet colonial de peuplement. C'est déjà une île colonisée par des colons, si l'on utilise ces termes, un framing, qui ne fonctionne d'ailleurs pas très bien dans une région ancienne du monde où en réalité tout le monde est colonisateur. Je veux dire, si l'on allait dans ce sens, il faudrait demander à la majorité de la population chinoise de se replier quelque part en Asie centrale. Vous voyez, puisque les Han venaient d'ailleurs, etc. On ne peut pas remonter le cours de l'histoire. Nous sommes là où nous sommes. Il faut prendre la situation telle qu'elle est. Oui, d'accord. Alors, quels sont les différents frontaliers qui concernent des îles? Beaucoup d'entre eux relèvent du droit de la mer, c'est-à-dire que votre frontière internationale commence au bord de votre pays. Donc, si vous pouvez revendiquer un ensemble de chaînes d'îles, alors vous pouvez dire, regardez, les armées étrangères ne peuvent pas s'approcher à moins d'un certain nombre de milles nautiques de nous. Beaucoup de choses tournent autour de cela. Une partie concerne l'énergie présente dans les eaux. Il y a peut-être des champs gaziers, etc., que les pays se disputent. Cela arrive souvent dans les chaînes d'îles. Oui, c'est le cas pour certaines d'entre elles. Mais tout cela peut être résolu. Tout cela peut être résolu. Par exemple, si la marine américaine cesse de s'approcher du littoral chinois, alors la Chine n'aurait plus besoin d'exiger une plus grande zone tampon, car l'idée d'imposer une distance de plusieurs milles nautiques est en réalité la raison pour laquelle ils contestent et ont commencé à construire certaines îles, parce qu'ils veulent pouvoir exiger que vous restiez plus loin.
because they want to claim you got to go further. You can't come so close to our coastline. It's threatening to us. Vous ne pouvez pas vous approcher aussi près de notre littoral. C'est une menace pour nous. Oui, il n'y a pas de navire chinois au large de New York. Une frégate chinoise a fait le tour de l'Australie et toute l'Australie a paniqué. Vous savez, les Chinois patrouillent dans nos eaux. Pendant ce temps, des navires australiens sont en mer de Chine méridionale. Les navires britanniques, le Queen Elizabeth II, étaient en mer de Chine. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils patrouillent? Qui leur donne le droit d'être, pour reprendre l'expression de Mudyar Jyothishman, des policiers? Nous, les Asiatiques, n'avons pas besoin de policiers, d'un policier américain là-bas. Vous savez, nous sommes tout à fait capables de gérer ces choses. Les Philippins, si vous avez un navire américain là-bas, cela encourage les pays à ne pas vouloir résoudre les problèmes, les petits pays. Ils disent, eh bien, les États-Unis sont derrière nous. Vous savez, nous n'avons pas besoin de parvenir à un accord. Il y a aussi un différend entre la Russie et le Japon au sujet des îles Kouriles. Vous savez, ce sont des problèmes qui peuvent être résolus. Je ne pense pas que nous devions surveiller des différends qui peuvent être réglés. Nous devons les résoudre. J'aimerais voir une plus grande implication de l'ONU dans ce domaine et moins d'implication des États-Unis. Si quelqu'un doit être plus impliqué, c'est l'ONU, en utilisant la Convention sur le droit de la mer et d'autres traités pour essayer de résoudre certains de ces différends. D'accord, l'Inde et le Pakistan, nous n'avons pas besoin que les États-Unis interviennent en tant que tiers. Ce n'est pas nécessaire. D'accord, il ne s'agit même pas de la ligne. Regardez la frontière entre l'Inde et le Pakistan, du Rann de Kutch jusqu'au nord. La majorité Strancia est dissipée et convenue. La majeure partie de la frontière est délimitée et convenue. Nous avons une frontière qui s'étend jusqu'en haut, à travers la région de Jammu, jusqu'à la lisière de la vallée du Cachemire. Puis il y a une toute petite section entre l'Inde et le Pakistan, qui est la ligne de contrôle. On l'appelle la ligne de contrôle parce que c'était la ligne de 1948. Le gouvernement indien revendique le Cachemire occupé par le Pakistan, et le gouvernement pakistanais revendique le Cachemire occupé par l'Inde. C'est ainsi que chaque camp l'appelle. Les deux revendiquent ces deux zones, cette région de la vallée, qui s'étend de Mirpur jusqu'à, vous savez, Pulgam ou ailleurs. Cette bande est contestée par les deux parties. C'est une situation qui peut être résolue. Quelles sont les trois possibilités? Premièrement, l'ensemble de la vallée du Cachemire fait partie du Pakistan. D'accord. Je doute que toute la population de Srinagar soit d'accord avec cela. Deuxièmement, que toute la région où l'on parle le Cachemiri, jusqu'à Mirpur, beaucoup de personnes originaires de Mirpur vivent à Bradford, en Angleterre. En gros, Mirpur, c'est Bradford. Et toute cette région irait à l'Inde, ce qui, à mon avis, n'enthousiasmerait pas les habitants de Mirpur. Vous savez, c'est peut-être déjà le cas. La troisième option, c'est que tout devienne un seul pays, ce qui est une idée folle, car il serait enclavé. Tout le monde lui en voudrait. Cela poserait de sérieux problèmes. Même le PKK kurde, qui se bat depuis des décennies pour un Kurdistan indépendant, a finalement déposé les armes et déclaré « Nous allons désormais agir politiquement au sein de la Turquie ». Oui, la question du Kurdistan a en quelque sorte été abandonnée par le PKK cette semaine. Alors pourquoi parlons-nous de créer un petit État au sommet de l'Hindu-Kush? Ce ne sera pas un État viable. D'accord, l'Inde sera en colère, le Pakistan sera en colère. Qui va aider au développement social de la région? On pourrait alors avancer un quatrième argument, qui est sur la table depuis des années, le statut de condominium, où les deux parties exercent une forme de contrôle partagé. Cela fonctionne rarement. Les condominiums fonctionnent rarement. Honnêtement, mon sentiment est que la ligne de contrôle soit transformée en frontière, et on avance à partir de là. Et il faut rendre justice au peuple cachemiri qui vit des deux côtés de la frontière. Je suis Punjabi.
Most of my family was from Lahore. La plupart de ma famille venait de Lahore. Nous avons encore de la famille au Pakistan. Le reste est venu en Inde. Nous avons de la famille des deux côtés de la frontière. Ça fonctionne, tu sais. Je veux dire, ils sont là-bas, nous sommes ici. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est le cours de l'histoire. On ne peut rien y changer. Je veux dire, qu'est-ce qu'on va faire? Se battre pour un Pendjab uni. Désolé, les Khalistanis ont essayé. Ça n'a pas marché. La plupart des gens au Pendjab ne veulent pas ça. Ils sont plutôt contents de faire partie de l'Inde. Bon, je ne cherche pas à être polémique à ce sujet. Je pose juste la question. Il n'y a que quelques solutions. Même si tu organises un plébiscite ou non, il faudra mettre une ou deux de ces solutions sur la table. Il n'y a rien d'autre. On ne peut pas extraire le Cachemire et le suspendre au paradis. Il va falloir qu'il reste là. Oui? Donc ce sont les choix. Quelles autres options y a-t-il? Donc quand vous posez la question, et vous l'avez très bien posée, et quand Mearsheimer a dit « Eh bien ces gens ne savent pas résoudre leurs différends. Il faut une police des États-Unis. » Eh bien je dirais, professeur Mearsheimer, vous avez des différends dans les Amériques que vous n'avez pas résolus. Vous savez, vous voulez prendre le contrôle du Canada. Vous voulez toujours renverser le gouvernement à Cuba et au Venezuela. Les États-Unis menacent d'envahir le Panama. Je veux dire, vous avez vos propres problèmes. Occupez-vous-en. Arrêtez d'envoyer la marine en Asie. Je pense que même la différence entre le troisième et le quatrième cas s'atténuerait si l'Inde et le Pakistan parvenaient à aller de l'avant. Je veux dire, je pense que ton troisième cas et le quatrième sont très distincts, étant donné que la relation entre l'Inde et le Pakistan n'est pas bonne. Mais si un jour la relation devenait tout à fait normale, alors au moins sur le plan économique, sur le plan culturel, il y aurait une libre circulation, non seulement des biens, mais aussi des idées et des personnes. Et donc à ce niveau-là, la différence ne serait qu'une question de représentation dans les instances politiques. N'est-ce pas? Donc même cela serait très proche l'un de l'autre. Je suppose que nous accueillons également Joanna Love, une éminente politicienne du KMT de Taïwan, pour parler de la politique d'une seule Chine et de la façon dont au début des années 2000 sous le KMT, les choses progressaient. Ensuite, cela a été perturbé par l'arrivée au pouvoir du DPP et la manière dont il pousse pour une sorte de frontière dure, ce qui met Taïwan dans une situation extrêmement risquée, car cela pourrait devenir un second Ukraine s'ils poursuivent cette voie. Son argument est que même si l'on considère les 33% de voix obtenues par le DPP, peut-être que 40% de ses électeurs pourraient préférer cela. Cela signifierait qu'il n'y aurait qu'environ 10% de la population à Taïwan qui souhaiterait voir un État séparé avec une frontière stricte, mais peut-être que 80 à 90% veulent toujours faire partie de la même Chine, bien sûr avec des arrangements politiques différents. Donc, je pense que c'est juste, mais nous aborderons cela en détail dans l'émission. Vijay, avant de te poser une dernière question très intéressante sur le marxisme, je voudrais rapidement avoir ton avis sur le Moyen-Orient. Je ne veux pas entrer dans des questions individuelles, car nous n'avons pas le temps, mais il semble y avoir une sorte de réajustement de la politique américaine au Moyen-Orient. Que penses-tu de ce qui se passe au Moyen-Orient par rapport à l'approche des États-Unis? Personnellement, je pense qu'il est trop tôt pour se prononcer. La situation est vraiment instable au Moyen-Orient. M. Trump essaie désespérément de promouvoir un agenda où d'abord il y a une normalisation avec Israël pour tous les États arabes. Ensuite, il y a des accords commerciaux qui incluent des investissements des fonds souverains saoudiens aux États-Unis, et ainsi de suite. L'Arabie saoudite achète plus d'armements à des entreprises américaines. C'est le business habituel avec les États du Golfe. Mais ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est
in particular, in the meeting that Mr. Trump had with Lors de la réunion que M. Trump a eue avec le président, ou peu importe, le président par intérim de la Syrie, vous savez, anciennement connu sous le nom de M. Jolani. Parce que voyez-vous, l'une des choses intéressantes pour Israël, c'est qu'en 1969, les États-Unis ont essentiellement convaincu les Égyptiens de signer un accord de paix avec Israël. Cet accord de paix, les accords de Camp David, a été très significatif, car en gros, le nasserisme a été totalement détruit à ce moment-là par Anwar el-Sadat. Et je veux dire, il a en quelque sorte été assassiné pour cela. Il a été assassiné par la droite islamique, mais je pense qu'il a vraiment été assassiné à cause de Camp David. Et les Saoudiens n'ont pas apprécié, si je me souviens bien, parce qu'ils pensaient que l'on ne faisait pas suffisamment de concessions aux Palestiniens. Eh bien, c'est très intéressant parce qu'à l'époque, et je pense que cela a duré un certain temps après, les Saoudiens avaient tendance à se cacher derrière les Égyptiens sur la question palestinienne. L'Arabie saoudite avait donc un énorme problème avec Gamal Abdel Nasser parce qu'il craignait que le nasserisme ne se propage, et c'est ce qui s'est passé en Arabie saoudite, et jusque dans les palais, en réalité. Il y avait un mouvement des princes libres à l'intérieur même des palais, mais il se cachait aussi derrière l'Égypte. Tant que l'Égypte, et en particulier Gamal Abdel Nasser, adoptait une politique ferme sur la Palestine, les Saoudiens pouvaient rester en retrait et dire « Vous savez, nous pensons que les Palestiniens devraient avoir un meilleur sort. » Lorsque l'Égypte a capitulé face à la puissance américaine, hamstrait les Saoudiens dans une position difficile parce qu'ils ne voulaient pas se retrouver en première ligne pour défendre les Palestiniens. Ils voulaient être en retrait. Vous savez, si Nasser disait ceci, alors cela. Mais il n'y avait plus de Nasser. Il y a donc eu un problème supplémentaire pour les Palestiniens lorsque la Jordanie a normalisé ses relations en 1994, après ou autour des accords d'Oslo également. Lorsque la Jordanie a capitulé, une plus grande partie de la frontière, d'abord l'Égypte puis la Jordanie, avec Israël a été normalisée, et il y a eu un accord de paix. Et Israël, en 1973, avait en fait, pleinement en 1973, pris le plateau du Golan en Syrie. Et c'était ces hauteurs avec une zone tampon que l'ONU avait créée sur le terrain. Avec le Liban, Israël avait envahi le Liban en 1982, puis s'était retiré en 2000. Donc avec le Liban, ils ont réprimé par l'invasion. Maintenant, il semble que M. Jolani va essentiellement conclure un accord de paix avec Israël. Ainsi, presque toute la frontière sera normalisée. Et puis au Liban, ils ont considérablement affaibli le Hezbollah. Donc, les combattants de la résistance palestinienne vont avoir énormément de mal à se réapprovisionner en armes. Ils n'ont tout simplement pas de frontières ou de passage facile, à moins de faire de la contrebande à travers l'une des frontières pacifiées. Ce qui est très difficile à faire. Cela va donc étouffer la lutte armée et la résistance palestinienne. Et je pense que cela fait partie de l'agenda de Trump, faire tout un spectacle autour des affaires. Mais en réalité, c'est pour permettre à Israël d'annexer la Palestine. Et vous savez, tout ce qui concernait aussi Mossoul. Donc, je ne sais pas exactement ce qui va ressortir de tout cela. Car comme je l'ai dit, les choses sont en mouvement. Il ne faut pas être trop sûr de ce qui se passe. Mais je peux vous dire qu'il me semble qu'ils essayent de forcer une reddition palestinienne en encerclant effectivement la Palestine avec des États pro-israéliens. Les autres États, l'Algérie, l'Irak, etc., et l'Iran, qui maintiennent des positions gouvernementales fortement pro-palestiniennes, sont tout simplement incapables d'agir. Je veux dire, l'Iran et l'Irak, à cause de la chute du gouvernement Assad en Syrie et de la faiblesse du Hezbollah, n'ont aucun moyen d'acheminer des systèmes d'armes pour aider à la libération ou aux luttes de résistance. Aucun moyen.
liberation or resistance struggles. No way. I mean, they used to be able to just bring things to. Je veux dire, avant, ils pouvaient simplement apporter des choses en Syrie, puis traverser la frontière vers le Liban pour armer le Hezbollah et aussi aider à armer d'autres endroits. Vous savez, les Palestiniens à Gaza fabriquaient beaucoup de leurs propres armes, très ingénieux. Ils avaient des systèmes d'armes souterrains, mais ils recevaient aussi des armes de la part d'États amis. Cela va devenir difficile maintenant. Et je pense qu'ils essaient en quelque sorte d'imposer secrètement une reddition, ce qui serait catastrophique, vous voyez. Mais je ne sais pas. Encore une fois, je ne veux pas être trop affirmatif, parce que les choses évoluent. Et demain, on ne sait pas qui va sortir un poignard et poignarder qui dans le dos. Who's going to take out a dagger and stab who in the back? Ce que je ressens de votre part, c'est que, sous bien des aspects, cela reviendrait à rétablir le statu quo où la Palestine continue d'être opprimée, où l'Iran est largement contenu dans la région, et où les empires économiques des monarchies du Golfe et d'Israël restent sous l'axe des États-Unis. Pendant un moment, il a semblé que ce statu quo était en crise, alors que les États-Unis envisageaient la force militaire comme l'une des options, en utilisant leur armée et en bombardant le Yémen, entre autres, pour considérer cela comme une solution. Mais il me semble que cette option est essentiellement écartée. Et ce que veulent les Saoudiens et les Émiratis, c'est que les bombardements cessent. Ils ne veulent pas d'un Yémen déstabilisé dans leur voisinage. Veulent-ils que les Américains attaquent l'Iran? Parce que cela déstabiliserait leur propre situation. Mais ils ne veulent pas non plus mettre fin au processus de confinement de l'Iran, et ainsi de suite. C'est donc l'impression que j'en ai. Et les Américains ont maintenant plus que jamais besoin des investissements saoudiens et des accords commerciaux, car ils essaient de s'éloigner de la Chine. Je veux dire, ils ne pourront pas s'en éloigner complètement, mais s'ils veulent s'en éloigner dans une certaine mesure, ils ont effectivement besoin des investissements sur les marchés boursiers et obligataires, recyclés à partir des pétrodollars, et aussi de continuer à faire prospérer leur complexe militaro-industriel grâce à ces accords commerciaux. Ma dernière question, rapide, j'avais envie de vous la poser. C'est une question personnelle à un certain niveau. À quel moment le marxisme vous a-t-il influencé? Et ma question principale est la suivante. Cela a-t-il changé? Cela a forcément évolué au fil des années, car je suppose que vous vous êtes intéressé au marxisme avant la chute de l'Union soviétique, avant que la Chine ne se réforme et ne s'ouvre, devenant ainsi une économie mixte, etc. Et les choses ont tellement changé. Qu'est-ce que cela signifie pour vous être marxiste aujourd'hui? C'est une excellente question. Et je ne sais pas combien de temps nous avons, car c'est un sujet dont nous pourrions parler pendant des heures. J'ai tout mon temps. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Non, non, non. Pour résumer, et vous avez très bien posé la question, pour résumer, moi comme la plupart des gens, on ne devient pas marxiste en lisant simplement un livre. Je suis venu au marxisme de façon indirecte. Je me suis intéressé aux luttes, aux manifestations et aux raisons pour lesquelles les choses allaient mal dans le monde. Et j'ai alors découvert que les personnes qui menaient les types de protestations que j'appréciais étaient toutes communistes. Et c'étaient les personnes les plus disciplinées. Elles n'insultaient personne. Elles semblaient vraiment disciplinées. Et cela m'a attiré. Je veux dire, une partie de moi voulait simplement aller se battre contre la police. Ce que tu sais, j'ai fait à un moment donné, et j'en ai payé un petit prix. Mais tu sais, ça revient juste à, aller et se battre. Il est bien plus important de travailler à renforcer la confiance de la classe ouvrière et des paysans, de grand nombre de personnes, pour qu'ils s'impliquent. Tu sais, si tu vas te battre avec un flic, tu ne donnes pas aux gens la confiance nécessaire pour essayer de changer le monde. Et j'ai appris ça assez jeune.
Comme la plupart des gens, le premier livre de Marx que j'ai lu était le Manifeste du Parti communiste, qui vraiment, si les gens ne l'ont pas lu, est un poème en prose. C'est un texte magnifique, et j'ai été réellement surpris. On peut le lire d'une traite. C'est tellement court. Oui, surtout la première partie, en fait, avant d'arriver aux sections sur, parce qu'il y a des choses à la fin, tu sais, sur la littérature des socialistes et tout ça. Juste la première partie est élégante et magnifique. Et tu as raison, on peut la lire d'une traite. Oui, et c'est de la poésie. Et j'ai tout compris. Ça m'a surpris, parce que les gens disaient, tu sais que Marx est très difficile. Et je me disais, vraiment. Parce que dans ce texte, il dit des choses comme « sous peine de contrainte ». Tu sais, je parle de l'ancienne traduction. Sous peine de contrainte, il faut adopter le mode de production capitaliste. Si tu ne le fais pas, il t'attaque. Vous savez, parfois ils subordonnent vos anciennes formes de travail, l'esclavage et ainsi de suite, afin que vos produits puissent entrer dans l'économie capitaliste. Il écrit à ce sujet et il parle des guerres et de la façon dont les guerres sont utilisées pour obtenir des ressources. Tout cela avait du sens pour moi. Je me suis dit, waouh, cela décrit le monde. Rien d'autre que j'avais lu ne décrivait ma réalité, disons en 1986, aussi vivement qu'un texte écrit en 1848. C'est étrange. Je n'avais rien lu d'aussi vivant. Et à cet âge-là, et même encore aujourd'hui, j'adorais lire de la poésie. J'adorais écouter des chansons avec de superbes paroles. J'aime la musique, mais j'aime les chansons avec de très bons textes. J'aime la poésie. J'adore la poésie. La plupart de vos articles chez Tricontinental se terminent par un poème. J'adore la façon dont un poète peut condenser l'émotion. En une ligne, il condense l'émotion. Et Marx fait cela. Même la première ligne du manifeste, « Un spectre hante l'Europe ». C'est une si belle phrase. Et donc je suis entré dans Marx par le manifeste du Parti communiste. Et puis, comme la plupart des gens, j'ai lu des extraits ici et là. En 1981, j'ai acheté 3 volumes du Capital. Vous savez, je ne l'ai lu que bien plus tard. Je l'ai acheté à cause de Progress Publishers. Ils installaient une table dans mon école, et j'ai acheté Tolstoï. C'était, vous savez, un livre pour une roupie, de gros livres pour 50 païsas. Vous pouviez payer 2 roupies et obtenir 3 volumes. C'était tellement bon marché. Oui, les soviétiques distribuaient des livres, et j'en ai acheté beaucoup. J'avais beaucoup de ces livres soviétiques, vous savez, et je les lisais, puis je les donnais à mes amis parce qu'ils étaient pas chers. Vous savez, Tourgueniev, Tolstoï, les vieux classiques du 19e siècle, Tchekhov. Je les ai tous lus parce qu'ils étaient bon marché. Oui, la bibliothèque de mon école en avait. Mais bon, peu importe. Le marxisme avait du sens pour moi. Et puis quand j'ai commencé à lire Kwame Nkrumah, j'ai un peu découvert cela. Quand j'ai commencé, Ho Chi Minh a toujours été, en tant qu'idée, un héros pour moi. Je n'avais rien lu, je ne savais rien de lui, mais c'était une figure héroïque. Vous savez, Ho Chi Minh a vaincu les Américains. Et donc, quand j'ai commencé à le lire, j'ai été captivé par son écriture, parce que j'ai été captivé par ce qu'il disait sur les communistes. À quoi devrait ressembler un communiste? Et en fait, c'est une leçon pour que les gens vivent en tant qu'êtres humains, pas seulement en tant que communistes. Il parle de quelque chose qu'il appelle l'émulation. Vous savez, en grandissant, on devrait émuler les personnes qu'on admire. On devrait essayer de leur ressembler. En réalité, c'est une idée philosophique très ancienne. La façon de devenir une personne morale n'est pas d'être un individu et de chercher une meilleure manière d'être soi-même. Le meilleur. Vous savez, comme on dit, il faut être la meilleure version de soi-même. On ne sait pas. On a besoin de modèles. Et c'est exactement de cela qu'il parlait. L'émulation. Et j'ai trouvé des personnes à émuler, et j'ai trouvé que c'était une manière très enrichissante de grandir. Et donc le marxisme, pour moi, a toujours été une science totale du monde, y compris sur la façon d'être une personne.
of the world, including how to be a person. It wasn't just how to analyze, Il ne s'agissait pas seulement d'apprendre à analyser. how to be. Vous savez, quand on lit Lénine, il s'agit d'apprendre à être discipliné. Et pour Lénine, être discipliné ne signifie pas être obéissant. Cela signifie avoir l'esprit affûté, aiguiser sa réflexion sur le monde, travailler à construire collectivement une vision du monde. C'est cela, faire partie d'un parti. On construit une vision du monde collectivement. On regarde le monde ensemble, même s'il y a des divergences. Dans l'ensemble, Tuslo m'a séduit. By and large, you see, all of this appealed to me. I didn't want to be an individual, Vous savez, je ne voulais pas être un individu. Je voulais faire partie de groupes. Je voulais construire des choses avec d'autres personnes. Je voulais, comme on dit, sauver la vie collective, vous voyez, qui s'était érodée. Et pour moi, c'est ça le marxisme. C'est tout cela. Ce n'est pas seulement l'extraction de la plus-value, qui est, à mon avis, une découverte extraordinaire de Marx. Mais c'est tout cela. C'est Lénine. C'est Ho Chi Minh. C'est Walter Rodney. On pourrait continuer encore et encore. C'est un monde de mouvements. Le PAIGC en Guinée-Bissau. Les gens qui luttaient au Mozambique et en Angola contre les Portugais. C'est tout cela. Vous savez, ces personnes ont proposé une forme de marxisme qui m'a enthousiasmé. Et je dois dire qu'au-dessus de tout cela se trouvaient deux penseurs que j'ai vraiment pris pour modèle et dont j'ai beaucoup appris. L'un était Mao Zedong. Je pensais vraiment qu'il était un bâtisseur extraordinaire dans un pays aussi pauvre. Avoir surmonté tant d'obstacles, avoir su donner confiance au peuple. Même jeune, j'admirais la révolution chinoise. Je n'ai jamais été séduit par le naxalisme ou la lutte armée en Inde. J'ai toujours pensé que c'était un peu fou. L'État indien est trop puissant pour ce genre de choses. Mais Mao me fascinait. Et l'autre, c'était Fidel Castro. J'étais complètement captivé. Et j'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises. J'ai été captivé par sa personnalité et par la façon dont il considérait le marxisme, non seulement comme une science pour comprendre la société, mais aussi comme une manière de vivre dans le monde. Comment être une personne, vous voyez. Et lui, je pense, s'est façonné comme quelqu'un à imiter. Et dans tout un monde, je veux dire, nous l'avons tous imité. Nous voulions tous être comme Fidel. Vous savez, si je devais choisir, préférerais-tu être comme Che Guevara ou Fidel? Je dirais que ce n'est pas un choix équitable, mais j'ai imité Fidel. Je voulais construire quelque chose. C'est vraiment difficile de construire le socialisme. Vraiment, vraiment difficile. Et j'admire des gens comme Lénine, Mao, Fidel. Ces personnes à qui la lutte a confié la responsabilité de construire des choses. C'est incroyable. Désolé, je ne peux pas m'empêcher de poser la question. Ce choix entre Che et Fidel me fait aussi penser au choix entre Trotsky et Staline. Je sais que c'est un peu différent, étant donné que l'histoire de Trotsky est tellement ancrée dans l'histoire, c'est bien plus chargé que, en fait, pas pour moi. Ce n'est pas biaisé pour moi, et je vais vous dire pourquoi. Je veux dire, vous savez, je pense qu'au sein des mouvements de gauche, il y a souvent des disputes, et on peut l'analyser de manière doctrinale, etc. Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus ici. Vous savez, Léon Trotsky venait d'un milieu extrêmement privilégié. Il était très cultivé dès l'enfance. Il venait d'une famille de la haute bourgeoisie. Il était très intelligent. Il écrivait magnifiquement. C'était un communiste très sincère et honnête. La mère de Staline était femme de ménage. Il n'avait pas les avantages intellectuels de Trotsky. C'était un organisateur extraordinairement doué. Je veux dire parce qu'il venait du bas de la classe ouvrière. Il pouvait parler à la classe ouvrière. Il a construit le Parti ouvrier social-démocrate russe de ses propres mains ouvrières. Ce groupe de bolcheviks était composé de personnes issues de couches les plus modestes de la classe ouvrière. Et je pense qu'il y a une comparaison très malheureuse faite entre Staline et Trotsky quand on examine leurs écrits. Vous savez, l'un est une personne hautement érudite, issue d'une famille aisée,
capable de citer telle ou telle source. L'autre arrive avec une grande colère contre la bourgeoisie, une colère contre l'élite, et il déteste l'élite. Il a ce que j'appellerais une haine véritable. C'est ce que Staline avait. Une haine authentique de la noblesse. Je veux dire, il savait à quel point sa mère avait été maltraitée. Si vous lisez des biographies de lui, cela a un impact sur quelqu'un comme ça. Donc pour moi, si vous me demandez Staline ou Trotsky, je dis eh bien, regardons leurs origines et voyons ce que Staline a pu accomplir à partir de son parcours. Je veux dire, d'accord, il y a toutes sortes de choses horribles que l'on peut énumérer. Au bout du compte, Staline n'était pas d'accord avec Boukharine. Boukharine disait, écoutez, c'est la voie du développement pour nous. Et Boukharine avait raison. Mais Staline voyait que la voie de Boukharine prendrait des décennies. C'était une très bonne façon d'industrialiser. Le plan de Boukharine était excellent. Vous savez, c'est comme ça qu'on va gérer la question de la paysannerie, blablabla, faire un peu de collectivisation. Mais cela allait prendre des décennies. Staline a dit, nous n'avons pas de décennies. Ils vont nous envahir, ils vont nous détruire. Et il a fait un choix à ce moment-là. Il faut aller vers l'industrialisation. Il y a beaucoup de souffrances liées à la politique économique de Staline, parce que cela signifiait l'industrialisation. Une situation de surexploitation extrême pour la paysannerie. Oui. Et pourtant, ils se sont industrialisés. Et à cause de cela, et à cause du sacrifice de 25 millions de citoyens soviétiques, le fascisme a été détruit en Europe. Vous savez, la Grande-Bretagne parlerait allemand et il saluerait des statues d'Adolf Hitler sans le choix de Staline, très franchement. Donc à mon avis, si on regarde les choses de ce point de vue, oui, à mon avis, de ce point de vue, c'est très très clair pour moi, d'accord? Pour moi, il est très clair qu'on ne peut pas faire un choix comme Staline contre Trotsky et dire « choisissons entre les écrits de celui-ci et les goulags de celui-là ». Parce que c'est ce qui se passe avec Staline contre Trotsky. C'est que, oh, Trotsky est génial à lire. Ses textes sont tellement intéressants et ils sont remplis d'analyses brillantes, n'est-ce pas? Et dans les citations tirées, vous savez, de la littérature, et ainsi de suite, ce type, c'est le goulag. Il a envoyé des gens à la mort. Si vous avez ce choix-là, eh bien, c'est un choix évident, oui. Mais ensuite, si vous regardez la situation dans son ensemble, c'est un choix beaucoup plus difficile. Et je ne dis pas que je suis prêt à faire un choix, mais je pense que dans ma description, je comprends vraiment. Et je pense que les gens ne comprennent pas ce que cela signifiait d'être issu de ce niveau de la classe ouvrière. Je veux dire, si vous regardez l'ensemble des bolcheviks, la plupart venaient de la classe ouvrière et du bas de la classe ouvrière, vous savez. Beaucoup d'entre eux. Vous savez, Cecilia Bobrovskaya, dont nous avons publié les mémoires chez Leftward, un livre incroyable, était la courrière de Lénine. Elle avait l'habitude de quitter l'Empire tsariste pour aller voir Lénine à Genève, où qu'il soit, pour lui apporter des livres, et vous savez, faire passer clandestinement des journaux et lui rapporter ce qui se passait dans le parti en Russie. Vous savez, il marchait pendant des heures, écrit-elle dans ses mémoires. Elle a grandi dans un foyer, sa mère travaillait, son père était rabbin, ou, vous savez, un érudit talmudique. Il n'a jamais fait le moindre travail de sa vie. Elle a grandi dans une pauvreté abjecte. C'est ce genre de bolchevique que j'admire. Vous savez, pas des gens comme moi, issus de familles qui ont des bibliothèques, qui peuvent citer de la poésie à volonté. Je n'admire pas quelqu'un comme moi. J'admire quelqu'un comme Cecilia Bobrovskaya, qui vient d'une véritable misère, devient bolchevique, étudie, lit. Après la révolution russe, Lénine est assis dans son bureau. Il demande aux gens, « Où est Bobrovskaya? Nous avons gagné. Maintenant, où est-elle? » Il découvre alors qu'elle vit dans la misère, dans des conditions vraiment mauvaises, et qu'elle est dans une situation difficile. Alors Lénine dit, « Non, non, Bobrovskaya doit vivre à Moscou près de nous. »
Et il fait quelque chose d'incroyable. Il ouvre un bâtiment appelé la Société des vieux bolcheviks. Il installe des gens comme Bobrovskaya pour y vivre. Ils ont une cuisine commune, une bibliothèque, etc. Et il leur dit, « Vous avez une tâche. Vous êtes tous âgés maintenant. Vous allez écrire vos propres mémoires dans de petits livrets et vous allez écrire l'histoire de notre parti, tout ce que vous avez fait. Et cette littérature, j'en ai beaucoup. » Les soviétiques les ont traduits aussi, de petits pamphlets, des biographies de différents bolcheviks. Et pour ceux qui sont morts, ils se souvenaient d'eux et écrivaient des choses à leur sujet. C'est l'un des aspects les plus beaux de la Révolution d'Octobre. Tous ces vieux communistes qui avaient construit la Révolution vivaient ensuite ensemble, oui, dans une sorte de commune. Et on leur confiait la tâche de produire leurs histoires. Et si vous lisez cela, vous pleurerez, parce que la plupart de ces bolcheviks venaient de familles artisanes, d'ouvriers d'usines, vous savez, et du bas de la classe ouvrière. C'est-à-dire qu'ils étaient, vous savez, des porteurs, des gens qui se promenaient en transportant de lourdes charges, car ainsi ils pouvaient faire passer des journaux en contrebande. Oui, je les admire. Staline vient de là. N'oublions pas cela, c'est tout. Oui, je pense que mon commentaire s'inscrivait dans le contexte de la construction d'un État par Fidel. Je veux dire, il y a une différence entre faire une révolution et construire un État. Et Trotsky, tout comme Staline, ainsi que Fidel et Che, ils ont fait la révolution, mais deux d'entre eux ont construit l'État. Et c'est un art différent, n'est-ce pas? Et cela a je ne dirais pas une contribution beaucoup plus grande, mais c'est une contribution très différente, et on ne peut pas l'ignorer. Mais oui, c'est vrai. Je me souviens qu'il y a 10 ans, j'ai lu 10 jours qui ébranlèrent le monde, et ça m'a fait pleurer. Je veux dire, pas seulement parce qu'un jour, un des gardes a dit à Léon Trotsky que s'il était vraiment Léon Trotsky, il ne devrait pas oublier sa carte d'identité, sinon il ne serait pas autorisé à entrer dans le petit institut. Mais aussi à cause de la façon dont ils ont martyrisé pour la première fois leurs soldats révolutionnaires sous le drapeau rouge de l'unité des paysans et des ouvriers, au lieu du drapeau orthodoxe oriental. Et vous savez, ce sont des descriptions émouvantes de John Reed. Tu avais raison, Vijay, on pourrait en parler toute la journée, mais nous n'en avons pas le temps. Mais merci beaucoup pour ce moment. C'était une conversation formidable. Merci. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. D'accord, c'était sympa. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Depuis 2 ans, nous essayons de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu jusqu'à présent et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Merci d'envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Si vous ne pouvez pas le faire, ne soyez pas triste. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Don't forget to hit the subscribe button.